Esta es la hoja simbólica del Canadá, uno de sus animales más conocidos, la policía montada y el deporte nacional. Pero antes de todo y de todos, ¿cómo era este país? ¿Cómo era el país más grande del mundo? Cuando llegué a Montreal, una de las cosas que llamó más mi atención al principio era de darme cuenta que había cosas aquí que también había en el sur, por ejemplo, el maíz. The corn has made a journey from the far south, and everywhere that the corn has gone, which is referred to as the White Road, that it has brought peace to the people. Ya trabajando con la gente indígena aquí, lo que yo me di cuenta es que en cultura popular los pueblos indígenas consideran que siempre ha habido intercambios entre ellos para bajar de aquí a México o subir del Perú a México para hacer ceremonias. So what used to exist here in Turtle Island before the non-native came here, all the confederacies in so-called North America and so-called South America used to meet. Every 50 years they would meet in the Mayan territory. They shared their political knowledge, but they also shared their native science. No existen pruebas científicas para respaldar estas creencias, pero los últimos 5 siglos de historia común del continente americano están impregnados de la misma incertidumbre. ¿Qué conocen las grandes urbes de los pueblos autóctonos? Sur les autochtones au Canada, je ne connais vraiment pas grand-chose. Ils te demandent d'argent pour manger, mais en réalité, c'est pour s'acheter de la bière. Ils sont plantés dans des réserves. La pauvreté, alcohol, les problèmes de santé. Ils sont au sous, mais ils ne veulent pas travailler. We have to respect their culture. Les plumes, là, tout ça, c'est disparu. Ils ne sont pas vraiment intégrés à la ville. C'est difficile pour eux de vivre dans la société actuelle. On les appelait des rouges, mais la peau rouge. Je trouve que c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas assez dans les cours d'histoire. ¿Son sabios? ¿Son mártires? ¿Cuál es el verdadero lugar que ocupan los autóctonos en el imaginario canadiense? There is no real serious guilt about what happened to the First Nations here. I mean, in Germany at the end of the Second World War, they built a monument to the Holocaust. Well, there is no monument to the genocide of the killing of millions of First Nations people here, you know. They're just another bunch of victims. Canada, the whole thing is everybody's a victim, right, you know? Bueno, mejor vayamos al principio. Puissance européenne, anglais, français, hollandais qui sont dans la région plus au nord, et veulent s'imposer, donc veulent affirmer leur autorité sur certains territoires. Mais ces puissances-là ont besoin des Amérindiens pour 2 choses, pour faire la guerre et également le commerce des fourrures. Donc, ce qui va s'imposer sur le terrain, ce n'est pas une logique de domination, de soumission, mais bien une logique d'alliance. La différence entre les Français et les Anglais quand il y a eu le début de la colonisation de la Nouvelle-France, c'est-à-dire le début de la colonisation de ce qui deviendra plus tard le Canada, c'est que les Français, eux, n'ont jamais prévu de colonie de peuplement. Et ils ont été toujours en infériorité numérique. Donc les Français ne sont pas dans une situation où ils cherchent à obtenir beaucoup de terres que les Autochtones chercheraient à conserver. Au contraire, ils cherchent à obtenir des fourrures que les Autochtones vont aller se procurer assez loin des habitations françaises. Donc les Amérindiens vont pouvoir garder une relative autonomie et conserver leur mode de vie jusqu'à en fait, la fin de la traite des fourrures, donc qui dépendait complètement des Premières Nations. Mais en même temps que les compagnies de fourrure arrivent presque simultanément les missionnaires. Donc, religion et commerce vont être les éléments qui vont véritablement transformer la vie des nations amérindiennes. El siglo XIX significa para América Latina el inicio de la era republicana, pero en Canadá es un periodo de profundas transformaciones en las que se establecen las primeras reservas, muchas de ellas bastante alejadas de las ciudades, en regiones donde abundan los ríos y lagos. Moi, je viens d'Haïti. J'ai quitté Haïti en 70. En 1994, j'ai commencé ma vie politique. Quand je suis arrivé ici, et comme professeur, il y avait beaucoup d'élèves amérindiens dans ma classe venant de la communauté de Picogan. Avec les gens de Picogan, il y a toujours eu de très bonnes relations.
Il y a 50 ans, Picogan n'existait pas. Ça, c'est une création de la loi sur les Indiens. On fréquentait un pensionnat. Les parents voulaient se rapprocher de leurs enfants et se sont installés ici à Picogan. À partir de la fin de la traite des fourrures, c'est le début de toutes les tentatives d'aliénation culturelle et également c'est leur dépendance économique qui va augmenter de façon énorme. Et c'est là qu'on va mettre en place, que les autorités britanniques vont mettre en place un vaste projet qui vise la disparition des Amérindiens par voie d'assimilation. Ça va être, entre autres, de civiliser les Amérindiens, ce qui veut dire, en premier lieu, faire en sorte qu'ils arrêtent de nomadiser. Nous, on est originaires du lac Abitibi, la pointe aux Indiens. Nos parents, ils connaissent beaucoup le territoire parce qu'ils le marchaient. Il n'y avait pas de route, ils marchaient en raquette. On considère qu'ils sont des incapables légaux. Le gouvernement considère qu'il est le mieux placé pour savoir, connaître quel est leur bien. Donc dans le 19e siècle canadien, le summum de la civilisation, c'est être chrétien, c'est-à-dire anglican ou catholique. Et évidemment, le projet d'assimilation des Amérindiens passe par l'idée qu'il faut qu'ils soient tous christianisés. On cherche, c'est la Commission royale sur les peuples autochtones qui le dit, à sortir de ce petit enfant, le sauvage en lui. Avant que j'aille à l'école, quand j'étais petit, là, je vivais dans le bois. Mes parents, mon père trappait, chassait, piégeait. On vivait dans le bois. Al igual que Bruno, André también es un sobreviviente de los internados. Le pregunto si recuerda su primer día de escuela. Les jeunes pleuraient. En fait, tout le monde pleurait quasiment. Ils réclamaient leur mère. Ils se demandaient ce qu'ils faisaient là. Mais mon frère ne parlait jamais du pensionnat. Il ne parlait jamais de ça. Ça fait que... Il disait souvent, non, c'est pas une place. Il disait, c'est rien que ça qu'il me disait. Mais rendu là-bas, laisse-moi dire, c'était toute une autre affaire. Le pensionnat, oui, il y a eu des affaires douloureuses. Il y a eu des passes quand même, parce que tu ne vois pas tes parents. Tu passes 10 mois par année hors de chez vous. A partir de 1920, la ley hace obligatoria la asistencia a los internados. Los padres no tienen derecho a interferir en el destino de sus hijos y los niños empiezan a ser despojados sistemáticamente de su identidad. Puis dès le premier jour, on leur demandait de ne plus parler dans leur langue, puisque le but était de leur apprendre au moins une des deux langues officielles du Canada, même si beaucoup de frères qui étaient dans les pensionnats parlaient dans la réalité les langues autochtones. Du jour au lendemain, on leur disait de ne plus le faire. C'était la stratégie d'immersion. Quand moi je suis arrivé là-bas, je ne parlais pas un mot français, ni un mot anglais. Je parlais juste l'algonquin. Puis on était obligé de parler juste le français. Quand on parlait l'algonquin, on se faisait taper sur les doigts, taper une claque dans la bouche. Les gens ne parlaient plus leur langue. Donc, il y avait des communautés, il n'y avait plus d'enfants. Muchos padres de familia autóctonos se ofrecían como albañiles para construir estos internados en un intento de acercarse a sus hijos y no perder el contacto con ellos. Les pensionnats indiens, ça a signifié vraiment la coupure avec les communautés amérindiennes, avec les familles. La transmission ne s'est pas faite parce que nos jeunes n'ont pas connu le mode de vie de nos parents. C'est vraiment là qu'il y a eu vraiment la coupure. Ben, en fait, le but, c'était ça, les pensionnats. Et l'idée, c'était de socialiser les enfants dans les valeurs chrétiennes et les valeurs également de la société dominante canadienne à l'époque. On a
créé un musée ici à Picogan pour expliquer un peu aux jeunes d'où ils proviennent. À travers l'exposition, donc, nous parlons des anciennes Abitibi, Winnie, l'évolution, donc la rencontre avec les Européens, l'arrivée des Européens, ainsi que l'établissement des postes de traite. Et c'est à partir vraiment de là que nous, on perd notre statut, notre identité aussi, parce qu'on nous inculque d'abord la religion catholique et après la civilisation européenne. Donc, il fallait faire connaître toute cette histoire-là a la jeunesse de Picogan. Tema tabú durante décadas, el drama de las pensiones genera polémica cuando los primeros testimonios de violaciones, asesinatos y castigos severos se hacen públicos. El 11 de junio del 2008, el primer ministro pide perdón por el sufrimiento causado a los 150,000 autóctonos que asistieron a estos internados. Mr. Speaker, I stand before you today to offer an apology to former students of Indian residential schools. The treatment of children in Indian residential schools is a sad chapter in our history. Muchas comunidades deciden quemar los internados en un intento de borrar los malos momentos de esa historia. Pero la historia oficial de Canadá, ¿qué dice de ello? C'est une histoire qui était négligée dans nos écoles, alors on n'a pas raconté l'histoire autochtone non plus. Alors c'était vraiment une politique d'essayer d'effacer la présence autochtone de nos sociétés et de notre histoire. Au Canada, on n'apprend quasiment rien sur les Premières Nations. En fait, j'ai même entendu des écoliers dire que les Indiens, ça n'existait plus. C'est un peu comme si c'était des êtres anachroniques. Quand on regarde les programmes scolaires jusqu'à récemment, par exemple, après la conquête britannique, il n'y avait plus d'Indiens au Québec, on n'en parlait plus, ils n'étaient plus là, ils ne faisaient plus partie de l'histoire. El siglo XIX también es un momento de expansión de las ideas darwinistas que influirían sobremanera en el destino de los autóctonos. Les gens sont classés selon leur degré de supériorité ou d'infériorité par rapport à ce qui est supposé être la norme de civilisation. Les gens d'origine européenne se retrouvant en haut, et donc les Amérindiens et les Noirs, par exemple, en bas. Et on est héritier de ça par la loi sur les Indiens, qui est une loi fédérale qui décide qui est amérindien et qui ne l'est pas. Alors ça, c'est une carte d'identité, c'est un certificat de statut indien. Pour être indien, il faut être né de parents indiens. Autrefois, lorsqu'une femme indienne mariait un non-indien, elle perdait ses droits. Et certains d'entre vous pourraient se questionner à savoir pourquoi je n'ai pas nécessairement le profil de l'Autochtone qu'on connaît habituellement. Chez les Wendat, on fait partie de la grande famille iroquoienne. Dans notre culture, lorsqu'il y avait des confrontations, des guerres entre nations, si on gagnait cette guerre-là, on récupérait les anciens, les enfants, les femmes, et on les gardait avec nous pour pas qu'ils meurent, parce que c'était pas notre objectif. A priori, quand on me demande d'où je dis que je suis Innu. Ensuite, on me dit mais de quel territoire, on va dire du Québec, et ensuite, à plus grande échelle, le Canada. Et les seules raisons pourquoi on utilise ces noms-là, c'est parce que les autres peuvent comprendre. Mais sinon, on va dire qu'on vient de l'île de la Grande Tortue, ce qui est identifié comme l'Amérique du Nord. Durante décadas, las primeras naciones del Canadá continúan existiendo, atrapadas en la invisibilidad y al borde de la transparencia. Alors c'est facile, en une ville de 2-3 millions de personnes, de facilement ignorer une présence autochtone parce qu'il n'est pas dans la rue nécessairement. On découvre depuis à peine quelques décennies les communautés amérindiennes. Tout ça restait caché. Los años 90 marcaron el protagonismo de los autóctonos en el continente americano, y la dura realidad de estas naciones se hizo visible. Good evening. At one point, there were as many as 12 native barricades in Quebec, but tonight, only one is still standing. On se voit comme pacifiste. Là, on a vu des observateurs internationaux des droits de l'homme débarquer à Oka. La muy mediatizada crisis de Oka significa en realidad el resurgimiento de antiguos conflictos relacionados con el territorio y la autonomía. People are starting to realize that the land, again, is so important to their culture and to their spirit. Lejos de despertar simpatía, las reivindicaciones de los autóctonos originan un prejuicio que todavía persiste. Il s'est imposé au cours des années 90 l'image dominante de l'Indien privilégié, l'exploiteur du système qui ne paie ni taxes ni impôts,
celui qui se fait vivre par le gouvernement fédéral au détriment du bon citoyen payeur de taxes. Ils sont toujours sous, mais ils ne veulent pas travailler. Pero ¿cuáles son las verdaderas condiciones de vida de los pueblos autóctonos? 22 años después de la crisis, vamos a Oka, al encuentro de los Mohawks de Kanesatake. L'espérance de la vie ici, en moyenne, les Autochtones ici en Nord-Amérique vivent 17 ans moins long que les non-autochtones. On ne mange pas aussi bien parce qu'on est très pauvre. On n'a pas assez de territoire pour faire l'agriculture nécessaire. Canada consistently ranks near the top among countries with respect to human development standards. And yet, amidst this wealth and prosperity, Aboriginal people live in conditions akin to those in countries that rank much lower and in which poverty abounds. Le taux de chômage est très haut. Nous avons au moins 200 familles qui sont sur l'aide sociale. The suicide rate among Inuit and First Nations youth on reserve, at more than 5 times greater than other Canadians, is alarming. Ici, c'est la tombe d'Adelus. Ma fille, Karianne, c'était sa meilleure amie. On n'a pas la commission scolaire. Donc, le conseil de bande doit gérer l'école, les travaux publics, la police, la santé. Les Premières Nations sont très sous-financées. On essaye d'avoir le même financement et les mêmes chances éducatives que les non-autochtones au Canada. At least 1 in 5 Aboriginal Canadians live in homes in need of serious repair, which are often also overcrowded and contaminated with mold. On n'a pas de la régie du loyer. C'est beaucoup de monde dans une même maison. Nos membres sont forcés d'aller à l'extérieur de leur communauté, chercher de l'emploi, de l'habitation, et ainsi de suite. On essaie de donner les meilleurs services qu'on peut avec le peu d'argent qu'on a, parce qu'il y a toujours souvent des coupures d'année en année. Ils nous coupent les budgets à tout bout de champ. On essaye le plus possible de travailler avec le peu qu'on a, ce qui n'est pas beaucoup. Mais on réussit quand même à faire des petits miracles de temps en temps, malgré tout. Me pregunto si existe alguna razón legal que pueda explicar esta falta de presupuesto. Leur gouvernement n'ont pas les fonds qu'il faut pour leur permettre de se développer correctement. Et le gouvernement fédéral est constitutionnellement responsable d'eux, mais il n'exerce pas ses responsabilités. That the conditions of Aboriginal peoples make for the most serious human rights problem in Canada. I can only conclude that Canada faces a crisis when it comes to the situation of Indigenous peoples of the country. Canadá también es un país de migraciones internas, como la de los autóctonos que llegan a las grandes ciudades huyendo de la precariedad y el desempleo. Les communautés autochtones dans le Nord, au Canada, se déplacent quasiment le tiers-monde. C'est pas du tout comme à Montréal, c'est pas du tout même comme les petites villes au Canada. Les gens qui viennent au Projet autochtone du Québec, c'est des gens qui viennent de cette historique-là où ils ont vécu la violence, ils ont vécu les abus, surtout dans leur enfance. Et tout ça, ça peut amener à des problèmes de drogue, de consommation d'alcool. Alors, on a toutes ces problématiques-là dans les gens qui viennent ici au refuge. On a 36 lits pour les hommes. Ici, si on passe par ici, on a 9 lits pour les femmes. La raison pour ça, c'est parce qu'il y a aussi un foyer pour femmes autochtones à Montréal. Alors, la cuisine, c'est fait par notre cuisinière. Alors, les gens viennent manger, mais ce qu'ils doivent faire aussi, comme on garde ça une place communautaire, et dans la culture autochtone, c'est très normal d'agir comme communauté. Alors, tout le monde a des responsabilités quand ils viennent ici. Les gens doivent faire la vaisselle, ils doivent aider à nettoyer. Alors qu'ils ont des tâches à faire quand ils viennent ici. On offre un service gratuit. Ils peuvent utiliser la buanderie, mais on leur demande de participer dans une manière ou une autre. Este proyecto existe gracias a los voluntarios y a las donaciones que reciben, situación similar a la que experimentan los trabajadores del Centro de Amistad Autóctona de Montreal.
What we do here is we try to provide services for low-income families and people who live on the street. We provide basic needs such as food, showers, laundry services, and other services. We have counselors here are really to help people who may require any kind of difficulties. I'm from Fond-en-Nunavut. This is pretty much, to me, it's like my home. Commercial complex, climbing skyscrapers, situation and context. Underground roundabout, Because drifting on I live painter's here now, cloud. Imagination and, surfing I keep on rainbows. This is the making eternal a art progress show. on my success. So like I do my sculpting and I do some writing on my rap. It's not an easy task. A lot of times the question is our clientele might lack motivation. So we try to find cultural ways in order to make them feel proud about themselves by providing various cultural activities. We have a carving room, we have a beading room, we have cultural nights, and we have partnerships with other Native organizations such as Wapikani Mobile, who's here tonight, who's helping people become filmmakers, become actors, become singers, and so on. So we do work in tandem with various other organizations. Je suis parti à Montréal pour faire du cinéma. J'espérais de faire du cinéma au début. Assez inconsciemment, j'ai eu un choc culturel. Ça s'est fait graduellement, ça s'est pas fait tout de suite. Je comprenais pas pourquoi il y avait autant d'Autochtones à Montréal, dans le même état que moi, itinérant. Pourquoi il y avait aussi autant d'alcool, autant de violence. J'avais aucune notion, aucune connaissance de ma culture. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants. On n'a pas eu de base, on pourrait dire, comment élever une famille à cause des pensionnats autochtones. Je voulais pas laisser un héritage, un produit de tristesse, de colère à mes enfants. La realidad de Fred y la de muchos autóctonos como él se reproduce ya en los medios. Wapikani Mobile es una caravana de producción audiovisual que recorre las comunidades recopilando historias y descubriendo talentos. Es innegable el carácter catárquico que aflora en cada vídeo. Cette catharsis-là est peut-être nécessaire, c'est-à-dire qu'il décide dans un premier temps d'utiliser la caméra et le son pour parler de ces blessures-là et des conséquences de ces blessures-là sur leur vie individuelle et collective. Mais il y avait un rêve d'avoir un réseau national. Les Autochtones au Canada sont peu vus, sont peu visibles. Alors, ils ont décidé de créer une force et de présenter un projet de réseau national ici au gouvernement canadien. The 2014 North American Indigenous Games. Daily coverage beginning July 21st, only on APTN. On travaille davantage avec des producteurs autochtones. Alors, APTN est là pour faire connaître les points de vue des Autochtones du Canada. Muchos de los jóvenes de las primeras naciones se movilizan utilizando las redes sociales, difundiendo los problemas que afronta una generación que decidió de no seguir siendo inactiva. Bien, Idle No More, c'est un mouvement de mobilisation des Premières Nations, des peuples autochtones au Canada. On est encore à devoir se battre en grande partie contre la culture d'extractivisme et particulièrement contre le passage des pipelines à travers le Canada. On a beaucoup de problèmes au Québec, beaucoup de problèmes au Canada avec l'extractivisme. Un des problèmes, c'est le non-respect des droits constitutionnels autochtones. L'État ne fait pas bien son travail. En derecho canadiense, el Estado tiene una obligación de consultar a los indígenas. La loi sur les mines du Québec n'oblige pas les compagnies minières à informer ou à consulter les Premières Nations lorsqu'elles vont chercher les titres miniers sur le territoire et lorsqu'elles vont faire des travaux d'exploration. On va cogner aux portes des mines. On va les voir. Vous devez nous consulter. El título ancestral, digamos, el título original de los indígenas subsiste. Y entonces hay más incertidumbre sobre los derechos que existen sobre la tierra, sobre el territorio indígena. On dit à les mines devraient nous rencontrer, c'est nous les propriétaires. Vous faites un trou dans le sol, vous faites un trou dans notre mère terre. Fait que tu dois compenser. Dans chaque communauté, si vous faites une enquête, ils vont vous exprimer qu'est-ce qu'ils pensent que sont leurs droits et qu'est-ce que sont leurs droits. Avant ça, avant que la venue des Blancs, on était déjà là.
C'est bien avant Jésus-Christ, là. On était là. En réalité, quand c'est des activités individuelles qui n'ont pas une grande importance économique, les tribunaux sont généreux, les respectent. C'est chasser, pêcher, abattre un peu de bois pour faire des meubles, ça va bien. Si ça menace les intérêts de grandes compagnies qui exploitent la forêt, les mines et tout, on ne va pas dire que les Autochtones n'ont aucun droit, mais on va être extrêmement réticent, en fait, ça s'est jamais vu, à dire qu'ils contrôlent absolument le territoire puis qu'ils peuvent bloquer tous les projets. Los tratados de libre comercio que firma Canadá con numerosos países permiten a multinacionales la extracción de recursos naturales, muchos de ellos ubicados en los territorios autóctonos. El llamado Plan Nord es un proyecto ambicioso y polémico que pretende extraer recursos y generar 20.000 empleos, creando un nexo físico entre América y Asia. Una gigantesca inversión de $80.000 millones que a menudo genera el rechazo entre muchos jóvenes activistas. Un territorio de esta magnitud representa numerosos problemas para los autóctonos. En algunas comunidades a las que solamente se puede llegar por avión, un tomate puede costar $5 y un pedazo de queso 14. El agua debe llegar muchas veces en botellas de plástico y en algunas regiones como Manitoba, 6% de hogares carecen de agua corriente. El país más grande del mundo camina con dificultad y de espaldas a sus raíces, cultivando un descontento que puede explotar nuevamente. Je lave mes vêtements dans un cercle de métal. Je m'appellerai à nouveau Braise et Écorce. Reprendrai le nom de mon père. Me souviendrai de la naissance des cieux, mon peuple. Je reprendrai les anguilles, les redonnerai à la mer, et je redeviendrai le pays que mes ancêtres ont bâti jadis sur les abords du fleuve. Wow.